Merci Madame la députée. La parole est à Madame Cécile Untermaier, dernière oratrice pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Madame la Présidente, Madame la Ministre Garde des Sceaux, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la responsable, Joëlle Huillier, mes chers collègues, le présent projet de loi a pour objet de fixer le cadre dans lequel le ministère public peut ou doit transmettre à des autorités publiques ou des personnes privées exerçant une mission de service public des informations nominatives à caractère pénal. Il modifie le Code de l'action sociale et des familles, le Code du sport, le Code de l'éducation, mais de façon plus délicate et à juste titre discutée, le Code de procédure pénale. Le projet de loi prévoit ainsi une obligation, une possibilité pour les autorités judiciaires d'informer l'administration compétente des procédures mettant en cause une personne placée sous son contrôle et impliquant un contact habituel avec des mineurs, s'il s'agit d'infractions graves commises contre des mineurs ou de nature sexuelle. Il dispose aussi de la possibilité, dans certaines conditions et sous sa seule appréciation, au ministère public d'informer l'administration de procédures mettant en cause une personne dont l'activité professionnelle est placée sous son contrôle. Il permet enfin de prononcer une interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Rappelons que ce texte tire les conséquences d'antécédents judiciaires relatifs à l'exercice d'activités professionnelles ou sociales en contact avec les mineurs. Il vient après le constat dressé dans le cadre d'une mission conjointe de l'Inspection générale de l'éducation et de la recherche et de l'Inspection générale des services judiciaires de difficultés réelles dans la transmission des informations entre l'autorité judiciaire et l'éducation nationale, notamment pour la phase précédant le jugement. Les difficultés d'ordre juridique rendent aléatoire une information nominative à laquelle font par nature obstacle la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Le doyen Carbonnier écrivait en 1979, je l'avais cité dans une dernière intervention, « À peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède, qu'un scandale éclate, qu'un accident survienne, qu'un inconvénient se découvre, la faute en est aux lacunes de la législation, il n'y a qu'à faire une loi et on l'a fait. » Nous avons décidé en 2012 de ne pas soumettre le temps législatif au temps médiatique. J'ai hésité, je l'avoue, malgré les tragiques événements et un moment redouté que nous ne cédions à la satisfaction de papier. Mais la lecture de l'étude d'impact, comme l'avis rendu par le Conseil d'État, me conforte dans l'idée qu'il convenait sans doute de venir par la loi encadrer plus avant cette communication d'informations judiciaires. Je le dis avec d'autant plus de force que, très attaché comme vous tous à la présomption d'innocence et redoutant de plonger dans le désespoir et le suicide des personnes qui seraient injustement soupçonnées, il me paraissait essentiel que soit menée une réflexion rigoureuse permettant de trouver le juste équilibre entre la nécessaire information que commande une situation critique, les risques encourus et les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la présomption d'innocence, des respects de l'instruction et de la vie privée. La communication d'informations par l'autorité judiciaire après la phase de jugement ne porte pas atteinte à la vie privée et la présomption d'innocence dès lors que la condamnation a été prononcée publiquement. C'est ce que nous dit l'avis du Conseil d'État. Le plus délicat concerne les stades précédant le jugement. La communication d'une information qui affecte des droits protégés par notre Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a suscité de nombreuses interrogations. Celle-ci était indispensable et j'espère utile à sécuriser ce texte. Au final, il appartiendra à l'autorité judiciaire d'apprécier, de faire le bilan des droits protégeant la personne et des risques encourus pour la sécurité et l'ordre public en cas de non-transmission de l'information. Il nous appartiendra, nous aussi, parlementaires, à contrôler l'application du dispositif ainsi proposé à la représentation nationale, d'en mesurer les effets dans sa transparence comme ses conséquences humaines et en droit, c'est-à-dire en contentieux. Parti sur des antécédents judiciaires concernant des mineurs, le projet de loi élargit le champ de ces mesures. Il l'élargit en prenant en compte aussi le public vulnérable. L'article 11-2 dispose d'une information par écrit de décisions énumérées dans la dite loi, rendues contre une personne employée ou bénévole lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles. J'avais à plusieurs reprises manifesté mon attachement à ce que ces mesures ainsi encadrées, si elles étaient mises au service des mineurs, le soient aussi au service de personnes fragiles, personnes âgées,
mais aussi celles souffrant d'un handicap, ces dernières étant quelquefois hébergées ou employées dans des lieux de travail tels que les ESAT, le travail en établissement et services d'aide par le travail. C'est donc une chose faite et je vous en remercie. Pour conclure, je rappellerai évidemment qu'il n'y a pas de risque zéro, vous le savez tout aussi bien que moi, que ce projet de loi facilite une information, peut prévenir un risque, mais en tout état de cause, il ne peut exclure la vigilance des autorités administratives ou privées en charge d'un service public, ni leur responsabilité dans la suite à donner à l'information ainsi transmise par l'autorité judiciaire. Au regard de l'importance de l'objectif poursuivi et du travail d'analyse entreprise, je voterai ce projet de loi.